Bienvenue dans les voies de Caliantus. Je m'appelle Léa et je serai votre guide dans un espace où les symboles s'entrelacent avec les récits et où les légendes murmurent à travers le temps. Ici, chaque épisode est une invitation à ralentir, à regarder autrement le monde qui nous entoure et à découvrir ensemble ces fragments de culture qui éveillent l'imaginaire et poétisent notre quotidien. Interviews, lecture de contes, analyse et recherche, que vous soyez curieux de comprendre ou simplement en quête de nouveaux imaginaires, laissez-vous porter par ces histoires anciennes et par la sagesse des symboles qui nous relient les uns aux autres. Prenez une grande inspiration et ouvrez avec moi la porte de notre héritage. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec Joy Rivaud, avec laquelle on parcourt les imaginaires de l'Antiquité. Aujourd'hui, Joy, on se retrouve pour parler des oiseaux. Il y a foule d'oiseaux dont tu vas nous parler, je crois. Le paon, la chouette, le cygne, l'aigle, le corbeau. Voilà, les oiseaux, ils ont toujours une charge symbolique toute particulière. En tout cas, moi, dans mon métier, je le vois tous les jours. Donc on va essayer de voir tout ça ensemble, de voir comment ils sont perçus positivement. Est-ce qu'il y a certains qui ont des histoires, peut-être un peu plus, négatives? Comment les mythologies, eh bien, elles les intègrent? Et aussi, si on en a des traces dans la pop culture ou dans notre, imaginaire immédiat et dans notre environnement immédiat. Hem, donc bonjour Joy, merci encore de te joindre à nous. Pour commencer, ma question habituelle, où est-ce que, les gens de l'Antiquité peuvent voir des oiseaux? Est-ce qu'ils ont des liens avec les oiseaux? Bonjour Léa et merci de m'accueillir encore une fois. Je suis vraiment très contente d'être là pour vous parler des oiseaux aujourd'hui, donc sujet vraiment fascinant. Et effectivement, un peu comme toi, dans le cadre de mon métier, en tant qu'historienne de la Grèce antique, eh bien, je suis amenée à côtoyer les oiseaux. Ils sont vraiment partout. On les retrouve dans les paysages quotidiens, évidemment, mais aussi sur les vases, les monnaies, les frontons des temples. Donc les oiseaux, dans l'Antiquité, on les élevait, on les chassait et on leur attribuait des rôles bien précis. Donc les oies, les colombes et les cailles, par exemple, finissaient très souvent dans l'assiette, Mmh. tandis que les pigeons servaient plutôt de messagers. Mais au-delà de tous ces aspects vraiment très pragmatiques, les oiseaux, vous avez aussi un rôle beaucoup plus profond, beaucoup plus symbolique. Donc les oiseaux, on les retrouve par exemple dans l'univers féminin, en particulier comme des animaux de compagnie, Mmh. des petits volatiles comme les moineaux ou les colombes, souvent aux côtés de jeunes filles. Et on les voit aussi figurer par exemple sur les stèles funéraires associées à des femmes ou à des enfants, puisqu'ils symbolisent la douceur et l'innocence. Oh, je savais pas Donc du tout. Ouais, super les intéressant. oiseaux, c'est vraiment, le symbole associé à l'enfance, et à la fragilité et puis c'est aussi quand même un symbole de l'amour. Mmh, et c'est vrai que du coup ça éclaire la tradition ou disons la coutume d'avoir des colombes pendant les mariages et de relâcher des colombes. Donc selon toi, ça viendrait de là alors? Oui, en fait, les oiseaux, c'était vraiment, des animaux qu'on retrouvait beaucoup dans les cérémonies nuptiales, dans l'Antiquité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont associés à des déesses qui veillent sur les femmes. Donc bien sûr, tu le disais, la colombe, c'est l'oiseau de la déesse Aphrodite. Elle est aussi accompagnée, parfois par, des cygnes ou des moineaux. Mmh. Donc la déesse Aphrodite, c'est la déesse, de l'amour, de la beauté, et donc ces, oiseaux-là qui sont associés à cette déesse symbolisent donc, l'univers de l'amour, de la fidélité et de la fécondité. Et puis il y a aussi une autre déesse qui accompagne les femmes, en particulier lors des cérémonies, du mariage, c'est bien sûr Héra qui est la déesse du mariage, hein. Elle Ouais. incarne vraiment, cette union sacrée, et elle est représentée en général, accompagnée d'un paon qui est le symbole de la vigilance, parce que si vous observez la queue du paon, vous pouvez voir qu'il y a plein de petits Mmh. yeux Ouais, dans c'est sa vrai. queue, Mmh. et puis c'est aussi le symbole de la prospérité conjugale. Et donc en fait, les Grecs, ils étaient assez convaincus que les oiseaux reliaient
le monde des mortels au monde des dieux, qu'ils soient compagnons de divinités ou porteurs de messages célestes, en fait, ils étaient l'incarnation d'un langage sacré. Et c'est pour ça que les hommes essayaient de décrypter, en fait, ce Mmh. langage. Mais c'est vraiment, déjà je rebondis sur le pan et la prospérité conjugale, ça me fait vraiment rire parce que, du coup, c'est la vigilance, quoi. C'est quand même un symbole de vigilance, donc la prospérité conjugale, OK, mais il faut faire gaffe. Donc ça me fait rire. Mais j'ai beaucoup étudié le paon aussi et bah, je trouve que c'est un oiseau qui est particulièrement fascinant. Mais là, je voulais rebondir, c'est que moi j'avais, au cours de mes recherches justement sur le paon, découvert qu'il y avait, dans la alors du coup, alors peut-être c'est pas la Grèce, c'est dans la Rome antique, quand il s'agissait de rendre hommage à des personnalités, et bien, on prenait alors je pense qu'il y avait un aigle pour, un genre, donc ce soit l'aigle, ça devait être pour les hommes et le paon pour les femmes, qui en fait était un peu l'équivalent de leur âme, c'était une cérémonie au cours de laquelle on faisait brûler beaucoup d'encens et du coup, c'est des oiseaux qui étaient comme des psychopompes en fait, hein. Psychopompes pour ceux qui savent Mmh. pas, c'est vraiment qui emmènent, les âmes vers un autre lieu. Et là, c'était, ben, voilà, dans le lieu où ils pouvaient reposer tranquillement. Et du coup, ça m'avait vraiment, fort marquée cette recherche-là avec ces 2 oiseaux, du coup, pour, les 2 genres, il y avait ces 2 oiseaux donc dans la Rome antique. Je sais pas si toi tu as eu ça en Grèce antique, ça te dit quelque chose peut-être? Non, ce rituel ne Non? me dit rien. Par contre, ça me fait, beaucoup rire ce que tu disais sur la vigilance et la prospérité conjugale parce que c'est, effectivement, c'est associé à la déesse Héra. Il faut pas oublier quand même que dans la mythologie, c'est la déesse la plus coquue de la mythologie, hein. Eh ouais, faut pas Zeus, est le dieu le plus infidèle au monde, donc eh ouais, évidemment qu'elle est vigilante, et c'est en quelque sorte, une insulte à sa fonction à elle de déesse, qui représente la sacralité du mariage, c'est clair, d'être mariée avec, le dieu le plus infidèle du panthéon. c'est un peu fort de café Mmh. pour Héra. Mais c'est vrai quand tu parles de langage sacré, moi j'abonde dans ton sens. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher du côté des oiseaux et que d'ailleurs qui sont venus jusqu'à nous. Je crois que tu voulais nous parler du corbeau, pas mal et moi directement quand tu m'en as parlé, et bien ça me faisait penser à Bran Stark, Mmh. dans la série Game of Thrones. Alors je crois que d'ailleurs, dans la série, c'est plutôt une corneille, hein. Je crois qu'il y a il y a pas un laïus il y a pas de consensus pardon, sur, l'espèce, mais Mmh. en tout cas, c'est un corvidé, ça Ouais, c'est c'est la même sûr, famille. voilà. Quand on parlait de vigilance, mais pour moi, il y a aussi ça dans le corbeau de Bran Stark. Ouais, exactement, c'est vraiment un point très intéressant, ce lien, avec, Bram Stark parce que, chez les Grecs aussi, le corbeau, c'est vraiment un animal qui est associé à la prophétie, en fait. C'est, l'animal attribut, du dieu, Apollon, donc c'est son messager à Apollon, Apollon qui est associé aux oracles et à la divination. J'en parlais tout à l'heure, Oui, il c'est est, vrai, le ouais. grand dieu, du sanctuaire de Delphes, en fait, qui est un sanctuaire oraculaire. Mmh. Et donc, le corbeau est associé à ce dieu-là, parce que c'est un oiseau, donc qui symbolise le savoir caché et la prophétie. Et donc, c'est exactement ce qu'on retrouve effectivement dans Game of Thrones. Mais tout à fait et si on fait un bond enfin toi, je sais pas si tu es familière des mythologies plutôt nordiques plutôt, mais si on fait un bond du côté de la Scandinavie, disons, de l'ère germano-scandinave et ben, on pense à Odin avec ses 2 Mmh. corbeaux, Hundin et Mungin qui, sont, censés être vraiment quasiment ses yeux quoi, en fait, hein, sur le reste du monde. Donc ça m'avait fait penser à ça aussi quand on parlait du corbeau et de la vigilance parce qu'en fait, on voit aussi que une mythologie répond à une autre de façon Mmh. un petit peu similaire, quoi. Donc ouais, le corbeau, j'adore le corbeau. Oui, et puis il y a bien d'autres, figures emblématiques, bien d'autres, oiseaux qu'on retrouve, associés à des divinités dans la mythologie. Évidemment l'aigle qui est, l'oiseau de Zeus, puisque, les 2 incarnent, la puissance céleste et la royauté divine, en fait.
Et puis, on a aussi, un animal, un volatile très, très important, la chouette, et ouais, qui est, ouais, ouais. l'emblème de la déesse Athéna. Donc, heu, par extension, c'est aussi l'emblème de la cité d'Athènes. Et Athéna, c'est la déesse, de la sagesse, de la stratégie guerrière, de l'artisanat, et la chouette, donc elle est associée, évidemment à ça, à la sagesse et à la clairvoyance. Et puis, donc c'est, la déesse qui représente la cité d'Athènes, donc son visage et la chouette étaient représentés sur les monnaies de la cité Ouais. et on la retrouve encore aujourd'hui si vous regardez, les monnaies grecques, hein, les euros, vous avez encore cette petite chouette qui est représentée. Oui, j'en ai gardé une où il y avait cette petite chouette, que je trouvais trop belle justement et je rebondis sur ce que tu disais pour l'aigle qui moi, est aussi un oiseau, auquel je suis beaucoup face en sémiologie puisque, ben, évidemment, c'est un peu le roi, du ciel et du coup, il a une grande charge symbolique forcément et moi, ce qui m'avait fort marqué aussi dans surtout l'iconographie chrétienne, enfin pas vraiment l'iconographie, mais en tout cas la mythologie chrétienne, hein, ce que je me permets d'appeler comme ça sur les pas de Philippe Walter, c'est, qu'en fait, c'était comme c'était l'oiseau qui volait le plus proche du soleil et ça, je crois que tu vas nous en reparler juste après et ben, c'était, très facilement une métaphore du Christ. Puisque comme le Christ n'a pas péché, il est capable d'aller, au plus près du soleil qui est en fait son père. Voilà, il y avait toute une espèce de métaphore, à propos de l'aigle parce que c'était, cet oiseau qui pouvait aller le plus haut possible dans le ciel et regarder le soleil en face sans se brûler les yeux, quoi. Et par rapport à la chouette, ça me faisait aussi penser que, tu peux la voir comme aussi, tu disais que c'était un oiseau nocturne et que tu pouvais voir, voilà, la clairvoyance. Il y avait aussi ça beaucoup, chez les moines copistes. C'était un symbole, assez utilisé, par eux, heu, dans le sens où, voilà, c'était un symbole de sagesse et comme ils recopiaient beaucoup de textes, enfin, voilà, il y avait cette idée-là. Donc voilà, pour moi, D'accord. c'est vraiment des oiseaux qui ont des grandes, grandes charges symboliques dont on parle comme ça et c'est pas évidemment pas anodin. Je pense que ça vient, de l'Antiquité où il y a eu un gros travail déjà, d'imaginaire, là-dessus, quoi. Oui et puis la chouette et l'aigle, c'est vraiment même le corbeau, hein, c'est vraiment des oiseaux qu'on retrouve à travers, beaucoup de civilisations, à toutes les époques, Ouais, parce que la symbolique est très forte et puis les la chouette, c'est aussi, comme c'est un animal, à la fois, bah, nocturne, donc c'est pour ça qu'elle incarne la clairvoyance, hein, puisqu'elle voit dans la nuit, hein, donc ouais, c'est une très belle métaphore et c'est aussi pour ça qu'on la retrouve, la chouette ou le hibou, hein, d'ailleurs, qu'on les retrouve, comme étant des familiers, des sorcières, hein, qui possèdent la maîtrise de savoirs ouais occultes. et justement Donc donc justement, en fait, c'est vraiment, ce que tu es en train de nous dire, c'est, bah, que c'est forcément des compagnons des dieux, visiblement, hein, messagers mmh. d'Apollon, le Pan pour Héra, enfin voilà, quand ils sont représentés, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent vu. Mais, est-ce qu'ils servent qu'à ça? Est-ce qu'ils sont que, des compagnons des dieux? Enfin, qu'est-ce que tu en dis, toi, dans l'Antiquité de tout ça? Non, alors, effectivement, les oiseaux, donc c'était pas seulement les animaux attributs des dieux, c'était pas seulement leurs messagers, hein, mais, en fait, les hommes les utilisaient, dans ce qu'on appelle, l'ornithomancie, c'est-à-dire l'art de prédire l'avenir en observant le vol des oiseaux, leurs Waouh! cris, enfin leur comportement, en fait. Et donc, par exemple, un aigle qui passe dans le ciel et qui vole vers la droite, c'est un bon présage. Si par contre, son vol se dirige vers la gauche, attention, là, c'est plutôt catastrophique pour l'avenir. Ah ouais. Et si on entend une chouette ululer la nuit, on peut se préparer au pire, en fait. Donc il y avait toute, une interprétation associée aux signes, Mmh. que les oiseaux envoyaient et ces signes-là, en fait, c'était, finalement des messages que les dieux étaient censés, Mmh. donner aux hommes. Encore un autre, step, Et de sémiologie là, il faut maîtriser encore un truc au-dessus là, moi je suis pas compétente. D'ailleurs au début que tu disais l'art de prédire l'avenir en observant leur vol, je me dis: «Ouais, c'est tranquille, contemplatif, tout ça», mais leur cri après tu as dit je me suis dit: «Non, en fait c'était vraiment une science, qui te demandait toute ton attention», et ouais, voilà, c'est un peu technique là. Mmh. c'est fou de voir à quel point effectivement, ils semblaient être proches quoi, vraiment proches, de leur Mmh. environnement immédiat et nous on a un peu perdu ça. Mais,
Mais ouais, ce qui me faisait aussi, réfléchir, c'est qu'on voit, bah, que ces oiseaux, voilà, mais ils peuvent voler, quoi. C'est quand même un peu formidable et donc j'ai aussi cette sensation que l'homme, il a voulu un peu comme s'approprier, quoi, sa force, son pouvoir, le fait de voilà, d'être capable de voler, et donc moi, je voyais un peu comme, un lien au châtiment, aux rapaces, enfin voilà, je voulais que tu nous en dises peut-être un peu plus sur, bon, l'aigle, on en a parlé, mais oui, par rapport à tout ça, quoi. Est-ce que l'homme a pas voulu s'approprier un peu, ce qui fait que les oiseaux sont extraordinaires, quoi? Oui, évidemment, les oiseaux, ils nous fascinent, enfin depuis l'Antiquité, même encore aujourd'hui, parce que, ils ont cette capacité de voler, ce qu'on est incapable De de faire, faire nous. même si on Et veut. donc, voilà, même si on peut se mettre dans un avion aujourd'hui, c'est quand même pas la même chose. Et donc il y a vraiment, ce symbole associé à une sorte de liberté ultime, tandis que les humains, nous, on est cloués au sol, heu, même si, effectivement, certains ont défié les lois de la nature. Ouais. Donc peut-être que vous connaissez le mythe, le fameux mythe de Dédale et Icare, où en fait, donc Dédale, c'est, l'architecte mythique qui a construit, le fameux labyrinthe de Knossos qui se trouvait en Crète et qui servait à enfermer, en fait, le Minotaure, donc terrible créature, mi-homme mi-taureau qui dévorait, les êtres humains. Et donc Dédale est enfermé dans ce labyrinthe avec son fils pour protéger, en fait, les secrets, hein, de l'élaboration du labyrinthe, et il va trouver le moyen de s'échapper en fabriquant des ailes, donc des ailes avec des plumes qu'il va coller, sur son dos avec de la cire. Mmh. Mais il va prévenir son fils. Il va lui dire: «Surtout, ne vole pas trop près du Ouais, soleil, pas sinon attention. la cire va fondre». Mmh. Bien sûr, Icare, qui était complètement grisé par cette sensation de voler, va oublier l'avertissement. Il va voler trop près du soleil et la chute arrive et Icare, meurt en tombant, dans la Mmh. mer. Et donc ce mythe, il est assez intéressant parce que c'est le symbole d'une sorte de démesure humaine, hein, ce qu'on appelle chez les Grecs, l'hybris, et une forme de punition divine, en Mmh, fait. j'adore ce mot. J'avais adoré découvrir ce mot que je trouvais magnifique, dans mes cours de lettres classiques. L'hubris, je trouve que c'est, bah, ouais, du coup, c'est un exemple parfait de ce que c'est, quoi. C'est Ouais, l'orgueil, quoi, ouais, exactement. mmh. De se prendre, véritablement, pour un oiseau et de se sentir, tout puissant. Et ouais, il se sentait comme un aigle. Je crois qu'il y a aussi une autre, u u un autre châtiment qui était associé à l'aigle, avec Prométhée. Oui, exactement, donc l'aigle, on en a parlé tout à l'heure, et c'est pas seulement un symbole de pouvoir, en fait. L'aigle, c'est aussi, dans la mythologie grecque, un exécuteur de justice, un intermédiaire, hein, pour Zeus. Et donc effectivement, il y a le mythe de Prométhée, qui a osé voler le feu sacré, aux dieux pour le donner aux hommes, et pour cela, il a été, condamné par Zeus à un supplice éternel. C'est-à-dire qu'il est accroché, hein, à un rocher et chaque jour, un aigle vient lui dévorer le foie, Mmh. qui repousse pendant la nuit et le lendemain, donc l'aigle revient Donc c'est et le horrible. supplice, est infini. Oui. Personne ne voudrait ça et oui, c'est vraiment là, on en a peur, quoi, de l'oiseau et je rappelle qu'ici, on est sur, un épisode, autour des imaginaires, du vivant et donc moi, là, ce que ma question, Joy, maintenant qu'on a fait un peu le point sur les oiseaux dans l'Antiquité, comment, voilà, ils pouvaient, apparaître aux yeux des gens, bah, ma question, ça elle va partir un peu dans l'imaginaire et le fantastique. Est-ce qu'il y a des créatures, en fait, qui sont, j'allais dire, vola des volatiles? Est-ce que tu as quelque chose comme ça à nous mettre sous la dent? Mais évidemment, évidemment que, cette idée de châtiment divin, elle est aussi liée à, encore une fois, des êtres hybrides, et qui sont souvent associés à des figures féminines. Donc ça rappelle un peu l'épisode,
qu'on a fait sur le serpent, Mmh. où il y avait là aussi, des créatures féminines, moitié femme, donc moitié serpent. Eh bien, on retrouve aussi des créatures, de ce type, mi-femme, mi-oiseau, dans la mythologie grecque. Donc on a les exemples des striges, ce qu'on appelle les striges et les harpies. Ah oui. Donc je vais expliquer ce que c'est, juste je fais un petit résumé. En gros, c'est des créatures qui sont donc mi-femme, mi-oiseau et qui vont incarner, une dualité entre, la beauté et la menace, hein. Donc on retrouve quand même souvent Ouais, cette c'est toujours dualité-là, hein, pareil, dans la hein. mythologie, ouais, Ouais. associée au personnage féminin. Donc c'est, presque toujours des séductrices mortelles, hein. C'est toujours la le même concept. Et donc les striges, en fait, elles sont inspirées des chouettes, hein, des chouettes nocturnes, et ce sont des êtres maléfiques qui, s'attaquaient aux enfants, et aux vivants, et donc on racontait que leurs cris étaient un très mauvais présage. Oui, je Et connaissais celle-là. ce Ouais. Et ça me rappelle évidemment là aussi, encore, Harry Potter, où on voit, les hiboux qui sont, porteurs de nouvelles, et parfois ce sont des mauvaises nouvelles en fait, hein. Tu as toujours, Et oui, parfois porteur c'est, de bah, tu peux pas aller à l'école en fait, tu peux pas aller à Poudlard ou tu peux Ouais, pas aller exactement. à Gryffondor, même si tu veux. Dommage. Dommage. Mais oui, oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est encore quelque chose qui est assez présent, moi je trouve dans la pop culture, dans notre imaginaire. Hem, donc ouais, tu dirais que toi pour les striges, il y a vraiment cet animal de référence, enfin ce volatile de référence qui Mmh. serait plutôt un rapace nocturne du coup. Ouais. Hem Et est-ce que tu en connais d'autres peut-être, des créatures un peu, de ce type? Oui, alors il y a, aussi, les fameuses harpies qui sont elles, les exécutrices des dieux. Donc ce sont des femmes, ailées avec un visage assez terrifiant, et elles ont des griffes acérées. Et OK. alors elles, leur but, c'est de punir, les mortels, alors soit en volant leur nourriture ou carrément en les emportant, dans les airs. Ah ouais, OK, Et donc elles sont inéluctables. nickel. C'est, la justice divine qui s'abat, sur, les criminels. Trop Hem, bien, trop intéressant. Les harpies, je crois que c'est aussi le nom d'un énorme oiseau, latino-américain. La harpie féroce, qui fait peur, hein, vraiment tu as pas envie de la croiser dans la forêt. Donc je me demande si voilà, effectivement, il doit y avoir cet air un peu terrifiant en commun avec les harpies dont tu nous parles et j'ai cru, entendre dire, au gré de mes recherches, je fais genre, mais en fait je sais à peu près que la sirène qu'on connaît aujourd'hui n'est pas vraiment la sirène qu'on connaissait avant, et je crois bien, quelque chose me dit qu'il y a un lien avec les oiseaux, donc dis-nous tout. et oui, exactement, Léa. Il y a, dernière forme de créature, mi-femme, mi-oiseau, qui sont extrêmement célèbres, mais on les confond un peu avec, des créatures du Moyen Âge. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, les sirènes avaient un corps, donc le haut du corps, d'une femme et le bas du corps d'un oiseau. Mmh. Et c'est plutôt au Moyen Âge que ça va devenir des femmes poissons, et bon, on connaît la fameuse, Ariel, la petite sirène. Oui, rien à voir Mais du donc coup. c'est voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose. La symbolique, reste, à peu près la même, mais en tout cas les représentations, changent. Mmh. Et la caractéristique, des sirènes de la mythologie grecque, c'est que leur chant, ensorcelle, les marins. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça reste des créatures qui sont proches de la mer quand même. Elles logent, Oui, les marins, oui. vivent sur une île en fait au milieu de l'océan, et elles attaquent les marins. Donc elles les ensorcellent, avec, leur voix, et donc elles les poussent à leur perte puisque, fous de désespoir, ils se jettent dans la mer et ensuite ils se font dévorer. Et on connaît bien cette histoire, enfin l'histoire la plus célèbre des sirènes, c'est, celle que l'on retrouve dans l'Odyssée, d'Homère. Avec Ulysse, ouais. Hem, Exactement, le fameux voyage d'Ulysse, et donc pendant, son périple, durant lequel il essaie de rentrer chez lui, il va arriver à l'endroit où il y a les sirènes, et il a été prévenu en amont par, la magicienne Circé. Attention, il y a, des créatures terribles qui vont essayer de vous ensorceler avec leur chant. Donc l'équipage et Ulysse ont été prévenus.
Donc Ulysse va se faire attacher, au mât, de son bateau, et il va, boucher les oreilles, de ses compagnons avec de la cire pour résister aux Mmh. chants, des Bien sirènes. joué Ulysse. Il est malin, c'est le rusé par excellence et en Mmh. fait, bon, bah, ces créatures, elles incarnent, c'est assez clair, hein, la tentation irrésistible, les plaisirs trompeurs, Ah ouais, qui il y a mènent, vraiment ça, à la ouais. perte. Ouais, exactement et puis leur chant, il est aussi parfois vu comme une métaphore, de la recherche du savoir interdit et du coup des conséquences fatales de cette curiosité un peu excessive. Ah ouais, comme un peu, le langage des oiseaux, voilà, que si il est, connu, nous permet d'avoir un peu, connaissance et compréhension de tous les Ouais, langages, animaliers. Ouais, c'est un truc super intéressant, moi, que j'avais découvert, du coup, avec les mes études de littérature et puis après avec la découverte du livre qui s'appelle «Le langage des oiseaux» de Farid, Oun Attar qui est, un ouvrage, médiéval, perse et c'est toute une épopée, qu'on suit, de 30 oiseaux qui ont perdu leur roi et en fait, c'est toute une quête initiatique. Enfin bref, c'est très, très intéressant. Je conseille à ceux qui nous écoutent d'aller jeter un œil là-dessus. Vous allez trouver ça facilement sur internet. Mais, voilà, c'est pour moi, il y a quelque chose, de cet ordre-là effectivement qui est très intéressant avec les oiseaux. Et je te propose, Joy, pour, aller doucement vers la fin de cet épisode, qu'on, termine par encore une montée en puissance, de notre imaginaire. Là, on parlait de créatures un peu hybrides, et bien, je te propose qu'on conclue sur les griffons, en fait, sur cette créature fantastique qui est si présente d'ailleurs, qui est vraiment, je trouve, assez omniprésente dans certains imaginaires. Donc j'ai hâte que tu nous en parles et ensuite on verra ce que tu nous en dis. Oui, alors les griffons, c'est vrai, c'est des créatures, vraiment fascinantes. Peut-être, petit rappel, Ouais, sur ce je qu'est pense. le griffon, Vas-y. parce que c'est vraiment, une créature hybride, spéciale, Ouais, spécifique. puisqu'il y a, voilà, vraiment spécifique, coupée avec plusieurs choses. Donc en fait, c'est une créature qui a la tête, les ailes et les serres d'un aigle et le corps d'un lion et c'est des animaux fantastiques qu'on connaît, via l'iconographie, mais depuis très longtemps, hein, en Orient et en Grèce, Mmh. et ils sont notamment caractérisés par leurs petites oreilles dressées, qu'ils auraient d'ailleurs transmis aux dragons, de Mmh. l'époque médiévale, en fait. Tiens, cadeau, les petites oreilles. Voilà, petites oreilles toutes mignonnes, Voilà. et comme les dragons, les griffons, c'était aussi des gardiens et c'est eux qui gardent, encore une fois, un trésor. Donc, chez les Grecs, dans la mythologie grecque, ils sont les gardiens donc on les retrouve pas trop dans les épisodes mythologiques, mais on les retrouve associés à un dieu, encore une fois Apollon et c'est eux les gardiens du trésor d'Apollon. Il a, un fameux trésor au pays des Hyperboréens. Donc les Hyperboréens, c'est un peuple légendaire qui vivait, aux confins, septentrionaux du monde habité, Mmh. et c'est, pour cette raison que le dieu Apollon, parfois on l'appelle Apollon hyperboréen, c'est un de ses surnoms, et on le retrouve aussi parfois représenté sur le dos d'un griffon. Ah, c'est vraiment Heu, super intéressant. Mais déjà, en fait, le griffon, tu te dis, c'est vraiment, heu, donc un mélange entre un aigle et un lion. Donc ils ont pris le plus haut le roi des animaux du ciel et le roi des animaux, terrestres et ils en ont fait la créature fantastique. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle a autant de force, quoi. C'est parce que, c'est vraiment, les 2 animaux les plus puissants un petit peu dans leur terrain de jeu respectif, j'allais dire. Mais comment ne pas parler, Joy, de Gryffondor? C'est quand Beh, oui, même dans le Griffon, titre. Gryffondor, on va pas se mentir, il y a un petit lien quand même. Et oui, effectivement, cette créature légendaire, elle a bien sûr donné son nom à, la plus célèbre des maisons de Poudlard, Celle dans laquelle celle on est d'Harry tous allés. Potter, d'Hermione Granger, de Ron Weasley, nos héros favoris. Voilà. C'est bien sûr Gryffondor. C'est, je crois, la maison que tout le monde rêve d'intégrer, Mais oui, évidemment. Et oui, tu l'as dit, en fait, le griffon, c'est un symbole d'autorité suprême. On a quand même,
il est à moitié lion, qui représente cette force terrestre, cette puissance, la royauté, hein, aussi. Ouais. Et puis l'aigle qui incarne aussi, cette royauté mais céleste et donc cette domination du ciel, une forme de sagesse. Donc le griffon, c'est tout ça. Donc forcément, Gryffondor, Ça peut être que stylé, c'est quoi. oui, mais Ça peut être que évidemment, super stylé. ils sont courageux, ils sont intelligents, Mais oui. c'est la maison, de oui, de tous les héros que l'on adore, dans Harry Potter. Et puis ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que dans plusieurs mythologies, on trouve le griffon qui est, parfois, vu comme l'ennemi des serpents, en fait, Ah bah, ouais. c'est-à-dire des forces du chaos. Et donc là, je trouve que le lien avec Harry Potter est vraiment intéressant parce que la maison Gryffondor, c'est l'ennemi juré De d'une Serpentard. autre grande Bah, maison, oui. évidemment les Serpentards, hein, qui incarnent le chaos et le mal. Et Ouais, mais donc c'est ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les mythologies, en fait. mais justement, ce que tu dis là, moi, ça active évidemment la sémiologue en moi puisque, c'est des énormes charges symboliques qui s'affrontent là, en fait. C'est vraiment le combat des symboles, enfin, à qui le plus gros? Hem, mais là, en fait, tu peux pas vraiment, enfin, ils sont tous extrêmement, importants. Donc c'est vraiment, ce griffon-là, moi, il me fascine un peu, quoi. À ne pas confondre d'ailleurs avec l'hippogriffe, il y a un terme phonétique peut-être, ça pourrait être, un peu similaire, mais l'hippogriffe, ce n'est pas, un griffon, et ce n'est pas non plus une invention de J.K. Rowling. Pour ceux qui ont des doutes, c'est une très fine connaisseuse de l'Antiquité, J.K. Rowling, et donc l'hippogriffe, c'est le croisement d'un griffon et d'une jument. Donc en fait, c'est un peu une strate en dessous, quoi. Hem, c'est plus, c'est plus le griffon vraiment extraordinaire, l'hippogriffe, c'est cool, mais c'est quand même croisé avec quelque chose de plus banal qui est, une jument, voilà. C'est un Et sang mêlé. c'est voilà, c'est un exactement, c'est un sang mêlé. Dans les récits du Moyen Âge, on en trouve beaucoup. On connaît même un magicien qui montait un hippogriffe pour survoler la terre. On connaît aussi, un l'hippogriffe qui sauve, un couple en péril, jusqu'aux Canaries. Non mais ça, c'est assez in exceptionnel pour être dit dans un truc du Moyen Âge. Donc voilà, moi ça m'avait vraiment, fait tilter quand j'avais lu ça. Évidemment donc, dans Harry Potter, l'hippogriffe, vous allez le retrouver avec la figure de Buck, Buckbeak en version originale. C'est donc une créature là, c'est à la fois le danger, la majesté, enfin il y a pas mal de choses qui se lient. Et par rapport à tout ce que tu as dit, Joy, moi je voulais, rajouter quelques trucs, par rapport à mes recherches, sur tout ça. Ça me faisait penser à un rapport au ciel un peu qui sauve, ces créatures fantastiques-là qui en fait sont parfois des nœuds, de dénouement, dans les récits et qui permettent, vraiment un dénouement, positif. Moi, il y a ça au Moyen Âge dans ce que j'ai étudié dans un lais, donc une forme brève, un conte finalement, qui s'appelle Ionnec, et c'est un chevalier qui profite de son pouvoir de se transformer en autour. Alors l'autour, c'est un genre de rapace, petit rapace, pour aller voir sa dame sans se faire prendre par son mari, et je trouvais ça, assez étonnant de voir aussi, voilà, comment, souvent on fait le pont, antiquité, période, actuelle, moderne, pop culture, mais je trouvais que voilà, le petit rebond au Moyen Âge qui a du sens parce que, en fait, on voit aussi que ça continue quoi finalement, ce rapport au ciel, ce rapport à la métamorphose, il est toujours existant. Voilà, je voulais, te partager ça, et te conseiller d'ailleurs la lecture de ce conte si tu ne le connais pas évidemment, Je par Marie de France. je ne le connais pas et c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser du coup cet aspect, sauveur, Et c'est ça. associé, associé à l'aigle notamment, ça me fait tout de suite penser au Seigneur des Anneaux évidemment, Ah oui? parce que, il joue un rôle crucial, alors l'aigle géant en fait, je sais Mais pas oui, si c'est vous vous vrai, tu as rappelez dans le raison. Seigneur des Anneaux, Bah oui. à plusieurs reprises puisqu'il va venir sauver Gandalf, à un moment donné, de la tour, d'Orthan et puis plus tard, ils vont, parce qu'ils sont plusieurs, secourir, Frodon et Sam sur les pentes, du mont du Je destin. me souviens très bien, ouais, ouais. Donc il y a vraiment cet aspect, salvateur,
Ce qui est intéressant, c'est que le symbolisme, il est vraiment enraciné là dans les mythologies anciennes, et dans tout un tas de traditions littéraires, hein, comme tu le rappelais. Ouais, Et évidemment Tolkien, il connaissait bien tout ça, il maîtrisait tout à fait, ouais. ces univers-là. Pour ceux qui ont des Et doutes, Tolkien était un érudit, professeur d'ancien norrois, donc il ne pouvait que connaître ça. Et oui, et franchement, ce sauvetage-là de Gandalf, c'est clairement une intervention divine, qui montre bien, que le magicien, on a l'impression qu'il est en quelque sorte sous la protection, hein, de puissances supérieures. Et puis, pareil, après la destruction de l'anneau, les aigles géants qui viennent, au secours de Frodon et Sam, à ce moment-là, ils sont épuisés par leur quête. Donc on a vraiment cette impression que c'est un moment qui montre, qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a de la miséricorde, même dans les pires, désastres, hein, il y a un salut, Ouais, qui peut survenir. Et puis là, tu l'as évoqué tout à l'heure avec les mythologies, nordiques, et j'en ai parlé avec Zeus, mais l'aigle, c'est vraiment l'incarnation d'une puissance, céleste et divine, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve bien sûr chez les Grecs, mais aussi, dans la mythologie nordique, puisqu'il est associé à Odin. Donc, et oui, c'est c'est vrai, vraiment, oui, j'en ai pas parlé de cette façon-là, mais tu as raison de le soulever. En fait, c'est vraiment, il y a aussi une énorme charge symbolique, des oiseaux, en fait, dans les mythologies, ouais. et en fait, on se rend compte à quel point, on part dans les limbes de l'imaginaire avec eux, quoi. Moi, je te remercie vraiment, Joy, pour cet épisode sur les oiseaux, parce que j'ai appris beaucoup et parce que, j'ai beaucoup rêvé, aussi, et je crois que maintenant, ben, on regardera plus le ciel tout à fait de la même manière. Donc merci, Joy, et on se dit à très vite pour un nouvel épisode.